d'être avec vous. On va vous faire un spectacle à deux, à trois voix finalement. On va essayer de répondre à beaucoup de questions que les gens se posent légitimement, puisque cette maladie continue à faire quand même très très peur, hein. Malheureusement encore relativement à juste titre. Et donc on a deux éminents spécialistes avec qui on va quand même commencer par dresser le tableau actuel. Qu'est-ce qu'on sait de cette maladie? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qui nous manquerait pour avancer? Donc Alzheimer aujourd'hui, pour vous, Madame Gabel, c'est quoi les grandes connaissances et c'est quoi les grands manques? Alors les grandes connaissances, déjà, c'est que c'est une urgence vraiment médicale et une urgence sociétale. C'est un nombre très important de patients et de familles qui sont touchés par la maladie, et également des sujets à risque de développer cette pathologie sur lesquels se focalise de plus en plus la recherche. On connaît les grandes lésions dans le cerveau de cette pathologie. On a les outils en termes de diagnostic, et en particulier en termes de diagnostic précoce. Et il nous manque des thérapeutiques curatives, donc de quoi guérir réellement les patients et apporter un soutien vraiment aux familles. Mais la recherche innove énormément dans ce domaine, et donc on pense que d'ici quelques années, on aura toutes les clés. Formidable. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les connaissances actuelles de la maladie? Peut-être il y a une ou deux diapositives sur la maladie. Donc alors, Olivier Dadoucette, pour vous, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qui est important de savoir et qu'est-ce qui manque grandement? Souvent, quand on parle d'Alzheimer, on a plutôt des mauvaises nouvelles à annoncer, mais il y en a quelques-unes qui sont positives. Et la première, c'est qu'on sait que l'incidence de cette pathologie diminue de génération en génération. En d'autres termes, dans cette ville de Montpellier, les gens qui avaient 80 ans il y a 20 ans étaient plus nombreux à avoir la maladie d'Alzheimer que les gens qui ont le même âge aujourd'hui. Donc ça, je crois que c'est une bonne nouvelle. Et on sait pourquoi? Oui, on sait, on a quelques idées, je pense qu'on va l'aborder tout à l'heure, et ça a un rapport avec la prévention. Et ça, c'est l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on commence à comprendre de plus près les mécanismes, les comportements qui permettent de prévenir, de diminuer l'incidence de cette pathologie. Alors avant de parler de prévention et des différents autres thèmes, il y a un chiffre que vous m'avez donné l'un et l'autre qui m'a étonné tout à l'heure. Vous dites que 50% des patients ne sont pas diagnostiqués aujourd'hui. Donc 1 sur 2, c'est énorme. Pourquoi? Je pense qu'il y a la peur aussi du diagnostic. Je pense qu'il y a en tout cas l'idée qu'il n'y a rien à faire dans cette maladie. Et ça, malheureusement, ça traîne encore, alors que bien évidemment, il y a toute une prise en charge multidisciplinaire. Il y a un réseau de centres mémoire recherche qui sont là et pour le diagnostic et pour le soutien et l'accompagnement des patients et des familles. Et puis, on pense encore que les outils qu'on a en termes de diagnostic ne sont pas performants. Or, c'est faux. On a à l'heure actuelle des outils qui nous permettent de voir, entre guillemets, les lésions qu'il y a dans le cerveau de manière indirecte. Alors justement, ces outils, c'est quoi? Et peut-être qu'on pourrait avoir une première image. Je crois que vous nous aviez donné quelques slides. Mais les outils, c'est quoi aujourd'hui? C'est essentiellement l'imagerie médicale? Alors, il y a bien évidemment l'imagerie, il y a des marqueurs biologiques. Pour l'instant, c'est des marqueurs dans le cadre de la ponction lombaire, donc qui est quand même un geste qui reste invasif. Mais à l'heure actuelle, c'est le seul examen qui nous permet d'accéder aux deux lésions les plus caractéristiques de la maladie, c'est-à-dire, comme vous disiez tout à l'heure, les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires. Dans d'autres pays, ils ont accès en termes de diagnostic à de l'imagerie amyloïde ou à de l'imagerie tau, donc de l'imagerie fonctionnelle. De l'imagerie plus spécifique d'une ou d'autres lésions. Complètement. Oui. Et ce qui nous permet en fait d'avoir une image des plaques du vivant du patient, comme une image des dégénérescences du vivant du patient. Mais pour l'instant, en France, ce n'est pas fait en pratique clinique de routine. Ce dont on a accès en centre mémoire, c'est la ponction lombaire qui nous donne accès à l'amyloïde et à la tau. Et on connaît maintenant les profils caractéristiques de cette maladie, et c'est tout à fait pertinent en termes de diagnostic pour poser un diagnostic positif de la maladie, et puis pour éliminer également les diagnostics différentiels, puisque bien sûr on parle d'autres maladies qui se manifesteraient un peu de la même façon.
Complètement. Où Oui. il y a aussi des troubles cognitifs, où il peut y avoir des troubles du comportement, mais ce n'est pas forcément une maladie d'Alzheimer. Ça peut être une maladie à corps de Lévy, ça peut être une maladie comportementale et Voilà, frontale. voilà les lésions qu'on peut voir. Est-ce que vous pouvez les commenter? Oui, donc ce qui a été décrit de longue date, c'est les 2 lésions caractéristiques, ce qu'on appelait les dépôts amyloïdes ou les plaques séniles, qui sont caractérisés par des dépôts en particulier de la forme 42 de l'amyloïde. Et puis Oui, alors là, ça devient un tout petit peu technique quand même. Hein. Et les dégénérescences neurofibrillaires qui, eux, sont liées à la protéine Tau. Et on connaît très bien l'évolution des lésions au cours du temps sur un individu donné avec des études en neuropathologie. Mais on s'est focalisé sur ces 2 grandes lésions et on sait maintenant que cette maladie est beaucoup plus compliquée que simplement ces 2 lésions. Il y a également des aspects vasculaires, des aspects inflammatoires. Il y a tout un lien également avec l'aspect de nutrition, d'activité physique, de sommeil, des facteurs de risque. Et c'est sur ces éléments-là, comme on disait tout à l'heure, que va jouer la prévention qui est à mettre en place. Avant de jouer sur la prévention, il y a aussi, quand on avait parlé, quand on avait préparé, vous disiez qu'il y a toute cette partie clinique, examen du patient. C'est-à-dire que si vous suivez votre patient, l'imagerie c'est bien, mais il y a aussi d'autres choses. Oui, le professeur Gabel est chercheur, donc elle vous a parlé d'un aspect, on va dire, très pointu du diagnostic. Mais il ne faut pas que vous compreniez que le diagnostic de l'Alzheimer passe nécessairement par une ponction lombaire, parce que là, on n'a que 50% de nos patients qui sont diagnostiqués, on en aura encore moins. Donc, rassurez-vous, dans la grande majorité des cas, on pose le diagnostic avec un entretien, on pose des questions aux patients, on prend son temps, on essaie de comprendre depuis combien de temps les troubles se sont installés, à quelle vitesse. On va proposer une IRM cérébrale et on va lui proposer également un bilan de mémoire très poussé qui va prendre à peu près 1h30, 2 heures, qui permet de passer en revue toutes les fonctions intellectuelles et puis de les comparer avec un sujet du même âge dénué de pathologies neurodégénératives. Et en général, avec cette batterie d'examens, on peut approcher, on va dire, de très près, on va dire dans 90-95% des cas, le diagnostic. D'autant plus qu'aujourd'hui, les traitements que nous proposons sont des traitements qui sont, somme toute, assez grossiers, qui restent un peu les mêmes pour la plupart des maladies neurodégénératives. Donc, savoir avec précision quel est exactement le type de pathologie a moyennement d'importance dès lors qu'on ne fait pas de grosses erreurs. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une fois que le diagnostic est posé, on va proposer peut-être un traitement médicamenteux, mais on va également proposer une prise en charge globale qui sera médico, psychologique et sociale. Et cette prise en charge globale permettra, si elle est de qualité, de freiner le déclin. Et alors justement, quels sont les éléments sur lesquels on peut intervenir, puisque bon, malheureusement, c'est un secret pour personne, le traitement marche très peu. Qu'est-ce que vous pouvez faire chez une personne qui est déjà bien avancée dans sa maladie pour, je dirais, limiter les dégâts, enfin l'expression n'est pas très jolie, mais lui permettre d'avoir le moins de symptômes possible et de retarder l'évolution du mal? Alors quand même si les traitements symptomatiques, on vous dit que ça marche très peu, mais pour certains patients répondeurs, il y a une vraie stabilité des troubles cognitifs. Donc il faut, peut-être ça ne marche pas sur tout le monde, et dont certains ont aussi des effets secondaires, donc on ne continue pas ces thérapeutiques, mais pour ceux qui sont répondeurs à ces médicaments, on voit une stabilité clinique. Donc en effet, je suis chercheur, mais je vois aussi des patients, et on a depuis quelques années, avec la prise en charge multidisciplinaire, avec un diagnostic vraiment posé et une explication, une éducation aussi des familles, des patients, un ralentissement au niveau des fonctions cognitives. Rien que la prise en charge et rien que finalement de poser un diagnostic très précis et un diagnostic le plus précoce possible. Et après, comme on peut le voir sur la diapositive, on évalue les différents facteurs de risque qui risquent d'aggraver les troubles cognitifs, sur lesquels on peut moduler les choses. Alors, racontez-nous sur cette dia. Donc, l'hypertension, c'est quelque chose qu'il faut absolument traiter. Voilà, il y a plein d'études associant les facteurs vasculaires au sens très large, dont l'hypertension non traitée, et même les études interventionnelles traitant l'hypertension ont montré récemment un effet sur la cognition.
Donc vraiment, certainement des messages forts, c'est s'il y a une suspicion d'hypertension, c'est se faire détecter, se faire prendre en charge. Ça peut être aussi non thérapeutique, hein. Il y a des prises en charge uniquement par un régime, etc. etc. L'ensemble des autres facteurs vasculaires sont aussi à prendre en charge, que ce soit le diabète ou les dyslipidémies au sens large. Et puis, on travaille de plus en plus sur les liens d'aggravation des troubles cognitifs, que ce soit avec les troubles de l'humeur ou que ce soit sur les troubles du sommeil. Et puis, ce qui est peut-être plus difficile à gérer, c'est l'isolement social, puisque là, ça va au-delà de nos structures de soins. Ça doit être aussi finalement un impact sociétal de déstigmatisation de cette maladie et d'éviter l'isolement de la personne et de la famille. Vous avez parlé des troubles de l'humeur. Olivier, vous dites que les patients qui ont cette maladie d'Alzheimer ne sont pas forcément violents si on arrive à les mettre dans des conditions qui ne soient pas agressives pour elles. Vous pouvez nous le dire en quelques mots ? Oui, absolument. On a trop tendance à associer la maladie d'Alzheimer, lorsqu'elle est installée, à des troubles du comportement, voire à de la violence. Il faut comprendre que l'Alzheimer, les patients qui ont cette pathologie ne sont pas nécessairement violents, que la violence n'est pas consubstantielle à cette maladie. En réalité, dans la grande majorité des cas, si les patients ont parfois des troubles du comportement, c'est tout simplement parce qu'ils souffrent d'un trouble de l'adaptation. Ils ont des difficultés à s'adapter au quotidien, à tous les changements qui vous sont pour vous assez simples et qui deviennent très vite pour eux compliqués. Dès lors qu'on n'arrive pas à s'adapter à des changements, on devient anxieux, et lorsque l'on est anxieux et stressé, on est facilement nerveux, voire agressif. Donc l'agressivité, les troubles du comportement chez nos patients ont toujours une explication. Et ce qui est important, c'est de remonter à la source, de se poser la question de savoir pourquoi, à un moment donné, il a réagi de telle façon, pourquoi est-ce qu'il a voulu quitter le domicile, pourquoi est-ce qu'il a élevé la voix, pourquoi est-ce qu'il ne dort pas, pourquoi est-ce qu'il ne mange plus, etc. Et on finit toujours par trouver des explications qui sont peut-être liées à une dépression, peut-être liées à un environnement qui peut être trop bruyant ou qui peut être trop déstabilisant, ou également un comportement inadapté des soignants. Car dans la prévention secondaire de cette pathologie, il y a aussi un autre aspect qui est tout à fait essentiel, c'est l'éducation des soignants. Nos patients vivent dans un autre espace-temps que nous, à un moment donné, assez rapidement, et il est important que les gens, à leur côté, puissent comprendre leur fonctionnement, entrer dans leur monde et trouver les réponses adaptées à leurs difficultés. Alors je pense que maintenant on va remonter un peu le cours de la maladie. On a commencé par la vraie maladie très installée. On va essayer de remonter le temps. Remonter le temps, c'est donc un dépistage, un diagnostic plus précoce. Vous cherchez beaucoup dans ce domaine-là. Est-ce que demain on peut imaginer qu'on aura une prise de sang et qu'on pourra savoir si on est dans une maladie débutante, auquel cas pouvoir envisager une stratégie thérapeutique ? Oui, alors demain, c'est aujourd'hui déjà, hein, parce que les prises de sang et les marqueurs amyloïdes dans le sang, les nouvelles technologies nous permettent tout à fait de réaliser ça. On a plusieurs projets de recherche permettant d'identifier des marqueurs plasmatiques, des marqueurs sanguins dans le sang d'amyloïdes. Ce n'était pas possible il y a encore quelques années parce que les techniques n'étaient pas assez performantes. Et donc, on a des projets permettant de définir la pertinence de ces marqueurs pour le diagnostic, mais surtout pour la prédiction. C'est-à-dire être en capacité d'identifier sur une personne, celle qui va développer la maladie ou celle qui va progresser en termes de troubles cognitifs. Parce qu'on sait très bien que cette maladie, elle s'installe, elle met 20 ans à s'installer. C'est des choses qu'on pourrait dépister dans le sang très très précocement, dans les premières années, avant même qu'il y ait des lésions dans le cerveau ? Bien sûr, en tout cas, on a des données sur le liquide céphalorachidien qui nous permettent de dire que c'est positif entre 15, 17, peut-être 20 ans avant.
Certains marqueurs sont présents 20 ans avant que ce soit de l'amyloïde ou même des marqueurs de phosphorylation de taux, donc d'autres types de marqueurs. Donc on pense que dans le sang, on pourrait être en capacité d'identifier les mêmes marqueurs de façon très précoce. Et on a par exemple le projet sur la cohorte 3C, dont les centres de Montpellier, où on a 17 ans de recul, pouvant permettre de définir si on peut prédire ça 17 ans avant. Olivier, est-ce que c'est un vrai bénéfice aujourd'hui? Parce que tant qu'on n'a pas de traitement, est-ce qu'on a très envie de savoir qu'on sera très malade 17 ans plus tard? Non, ce n'est pas un bénéfice aujourd'hui, mais il est important que vous compreniez au fond comment ça marche dans le cerveau. La maladie d'Alzheimer va rester sans signe clinique, comme le dit le professeur Gabel, pendant 10 à 20 ans. Aucune manifestation. En d'autres termes, vous allez pendant 10 à 20 ans accumuler dans votre cerveau des protéines anormales qui progressivement vont finir par entraver le fonctionnement de votre cerveau. Mais pendant toute cette période, notre cerveau va être capable de compenser, de réparer éventuellement. Les facteurs qui sont dits préventifs, les facteurs protecteurs de la maladie d'Alzheimer sont pour la plupart des facteurs qui aident le cerveau à compenser. Dès lors que ces lésions sont présentes, il va aider le cerveau, va l'assister pour pouvoir compenser et continuer à fonctionner normalement en dépit de cette accumulation de protéines pathologiques. Et puis à un moment donné, le taux de ces protéines est trop élevé et à ce moment-là, on va dire, le cerveau baisse les bras et les lésions vont entraîner des troubles cognitifs qui vont être de plus en plus visibles. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est deux choses. Les chercheurs dans le monde entier travaillent sur deux pistes. La piste du diagnostic précoce, il faut qu'on puisse repérer le plus tôt possible le dépôt de cette protéine anormale dans le cerveau de nos patients et évidemment le traitement précoce, car l'un n'a d'intérêt qu'avec l'autre et vice-versa. Et est-ce que aussi, à ce moment-là, dans tout ce qui est précoce, nous avons parlé de prévention secondaire, donc prévention chez des patients qui sont déjà malades. Est-ce qu'on peut faire une prévention primaire? Est-ce que le fait de traiter très très tôt de l'hypertension artérielle, par exemple, peut retarder l'entrée dans la maladie? En tout cas, il y a des études sur les sujets à risque de développer cette pathologie. Par exemple, on parle de l'amyloïde, mais un des gros facteurs de risque de susceptibilité génétique, c'est l'ApoE4, c'est-à-dire une susceptibilité à développer la maladie. Vous ne la développez pas forcément, mais vous êtes à risque de la développer. C'est des maladies, c'est des familles qui sont plus exposées? Oui, en général, c'est le fait d'avoir eu un cas dans sa famille après 80 ans ou après 85 ans. Il y a une sorte d'histoire familiale d'Alzheimer. Ce n'est pas vraiment génétique au sens de transmission et au sens de sujet jeune, mais par contre, c'est un des facteurs majeurs de risque de développer cette pathologie. Et on sait que sur ces sujets à risque, les modifications des troubles du sommeil, la supplémentation par exemple en oméga 3 et l'activité physique ou l'intervention multidomaine est beaucoup plus efficace sur ces sujets à risque que si on le menait sur la population générale qui n'est pas à risque de développer cette pathologie. Donc l'identification des sujets à risque permet aussi d'identifier des champs de prévention vraiment très spécifiques. Et alors, on parle aussi, alors c'est un mot qu'on prononce beaucoup, c'est la réserve cognitive. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment utile? Olivier de la Garde. Alors, oui, la réserve cognitive, c'est un terme qui désigne en fait la densité de réseaux que les neurones établissent entre eux. Vous savez que nous avons entre les oreilles entre 70 et 100 milliards de neurones qui sont connectés ensemble par à peu près 100 à 200 000 synapses. Vous voyez la densité de ce réseau. Et ce réseau, il est mouvant. Tout au long de notre vie, il va être plus ou moins dense. C'est ce qu'on appelle la réserve cognitive. Je vous ai expliqué tout à l'heure que cette maladie d'Alzheimer va démarrer très en amont. Eh bien, on peut employer l'image d'un compte en banque. Si vous avez un compte en banque qui est très fourni et que vous avez un prélèvement sur ce compte qui se fait de manière automatique, plus le compte va être fourni, plus il faudra de temps avant que le banquier vous appelle pour vous dire vous êtes à zéro. Eh bien, la réserve cognitive, c'est un peu la même chose. Si vous avez une réserve cognitive qui est très élevée, et pour avoir une réserve cognitive élevée, il faut stimuler son cerveau de toutes les manières possibles. Si votre réserve cognitive est très élevée et que la maladie prélève dessus de manière inexorable pendant des années, plus elle est forte, plus les symptômes arriveront tardivement.
Voilà ce qu'on peut dire, si vous voulez, et qui nous intéresse dans le lien entre réserve cognitive et prévention de la maladie d'Alzheimer. Mais cette réserve cognitive, elle ne se fait pas forcément en lisant des bouquins de philosophes ou en faisant des choses compliquées. Il paraît que le jardinage, ça marche aussi. Alors, on se fait une réserve cognitive en jardinant ? Je pense que la réserve cognitive, elle est aussi dépendante de la motivation et finalement du bien-être à faire telle et telle activité. Mais ce qui est montré un peu plus dans les études, c'est quand même ça doit être des activités stimulantes cognitivement et des interactions. Et la meilleure stimulation cognitive, c'est les interactions sociales. Donc c'est ce qu'on fait là. Voilà, c'est les nouveaux apprentissages surtout. Donc si vous découvrez le jardinage, ça peut tout à fait être augmenter votre réserve cognitive, mais si vous jardinez depuis longtemps, peut-être un peu moins. Alors, Olivier, oui ? Oui, absolument. Le cerveau a besoin de sortir de sa zone de confort. Il faut éviter la routine. Le cerveau n'aime pas ça. Donc un très bon exemple pour stimuler sa réserve cognitive, c'est le voyage. Car quand on voyage, évidemment, on est constamment en éveil, on doit s'adapter en permanence à des situations nouvelles. Alors, il y a un vrai sujet qui se pose, c'est que dans l'état actuel de la science, on imagine que vous dépistez quelqu'un qui a des risques assez importants. Est-ce qu'on a suffisamment de certitude qu'il va développer la maladie pour se dire ces personnes-là, maintenant, on va pouvoir les traiter avant même 10 ans, 15 ans avant une maladie potentielle ? Alors justement, en lien avec la réserve cognitive, la difficulté, c'est qu'on sait sur des groupes, mais on n'est pas encore en capacité sur un individu donné de pouvoir dire vous allez développer la maladie dans 5 ans, 7 ans, 8 ans, etc. On l'espère bien évidemment avec tout ce qu'on met en place en termes de prévention le plus tard possible, mais ça dépend de ses capacités en termes de réserve cognitive et de ses capacités à vraiment mobiliser et à changer en termes de prévention secondaire. Il y a beaucoup d'études à l'heure actuelle qui cherchent à identifier des marqueurs pronostiques, donc permettre de dire dans combien de temps vous allez développer la pathologie, mais on développe également des outils pronostiques à l'échelle de la médecine personnalisée pour essayer de déterminer vraiment ça sur un individu donné. C'est ça qui nous intéresse. Oui, mais pour l'instant, on en est apparemment très loin, d'autant plus que il n'y a pas de corrélation systématique entre les lésions dans le cerveau et les signes de la maladie. Expliquez-nous ça, parce que c'est difficile de savoir après comment traiter, pas traiter. Alors, c'est tout à fait ce qu'a dit Olivier, c'est-à-dire qu'il y a en effet la réserve cognitive, donc vous pouvez avoir beaucoup de neurones atteints par la pathologie et ne pas avoir de signes cliniques, et inversement, avoir peu de neurones atteints par la pathologie et avoir beaucoup de signes cliniques. Donc il y a toujours cette dissociation, mais le suivi clinique du patient nous permet quand même d'évaluer une sorte de pente de déclin individuelle, parce qu'on ne voit pas le patient qu'une seule fois, on le suit en consultation, on identifie ses facteurs de risque, on identifie ses facteurs protecteurs, et on est quand même en capacité, il y a bien sûr des algorithmes aussi qui sont en train d'être déterminés, mais même cliniquement, on a une sorte d'algorithme un peu décisionnel quand on voit le patient, on est quand même en capacité de dire celui-là, il est beaucoup plus à risque de décliner rapidement que quelqu'un qui a potentiellement une forme plus light, plus gentille de la maladie, si on peut dire ça. Olivier ? Alors, ces algorithmes, vous travaillez, il y a deux grandes équipes, hein, vous participez tous les deux. C'est sur la base de populations très importantes, c'est sur l'intelligence artificielle. Comment vous les établissez, ces algorithmes-là, pour l'instant ? Nous travaillons sur des populations en grand nombre. Et l'idée, si vous voulez, il y a deux types d'études. Il y a des études où on prend beaucoup de monde et on essaie d'avoir, avec l'aide de logiciels très puissants, de repérer dans cette population des signaux faibles qui sont éventuellement prédicteurs d'une conversion vers une maladie d'Alzheimer. Et puis on a d'autres études sur des populations moins nombreuses qui sont suivies de façon beaucoup plus serrée, qui viennent nous voir à l'hôpital plusieurs fois par an, qui ont toutes sortes d'examens, chez lesquels on va étudier énormément de paramètres qui, là encore, vont être moulinés par des machines très puissantes. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre, de repérer tous ces signes cliniques ou des signes biologiques très fins que nous ne connaissons pas encore, prédicteurs d'une maladie d'Alzheimer qui n'est pas encore cliniquement révélée, mais qui est biologiquement présente dans le cerveau. Vous voulez ajouter quelque chose ? C'est tout à fait ça. Il y a deux types de techniques. Soit on a beaucoup de sujets et on a finalement peu de critères et on mouline ça. Soit on a
peu de sujets et beaucoup de critères. L'idée, c'est vraiment d'essayer de plus en plus d'intégrer, d'avoir des modèles vraiment intégratifs. Parce que si on parle à l'échelle de la médecine personnalisée, ça veut dire aussi être en capacité d'intégrer la dynamique des marqueurs, mais aussi la dynamique de la clinique, la dynamique de l'histoire de vie du patient, de ses stress de vie, de ses médicaments, etc. Donc ça fait beaucoup de données qu'on doit également intégrer dans le temps. Est-ce que justement pour cette raison, l'étude des cas rares mais malheureusement dramatiques de patients très jeunes atteints de la maladie sont pour vous des patients significatifs parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres pathologies, ils ne prennent pas beaucoup d'autres médicaments? Ce sont des personnes qui pour vous peuvent apporter des choses pour vos connaissances? C'est à l'heure actuelle d'ailleurs le cas, c'est-à-dire que les formes génétiques, on parlait de prévention primaire tout à l'heure, il y a des études internationales permettant de définir sur les sujets à risque, c'est-à-dire qu'on connaît leurs mutations, ils sont issus de familles dont on sait également l'âge de début des parents, et on estime l'âge de début des enfants, et donc on peut travailler en sorte de prévention primaire sur ces sujets génétiques à risque à 100% pour le coup là, de développer la maladie. Le problème, c'est que c'est des modèles très purs et c'est rare, heureusement. Heureusement, oui, parce que ça peut commencer à quel âge, les cas les plus jeunes? Il y a des cas à 30 ans, 35 ans. Ah oui, Donc, bien sûr, c'est des formes génétiques. Bon, en général, c'est plutôt qu'à 50 ans, 60 ans, mais il y a des formes très très jeunes. Et surtout, comme c'est pur, ça ne reflète pas l'hétérogénéité de la maladie réelle qu'on voit au quotidien. Oui. Parce que les patients sont beaucoup plus compliqués. Et justement, est-ce que ça a un intérêt de développer des médicaments qui sont pour des formes très pures et qui ne vont peut-être pas correspondre à la réalité clinique des patients qu'on voit C'est une maladie compliquée. Quand on voit le nombre d'échecs, malheureusement, de traitement, il y a eu des espoirs. Enfin, il y a régulièrement des articles avec beaucoup d'espoir. Pour vous, Olivier, un de vos espoirs, peut-être, ça serait qu'un jour, on fasse une consultation de toutes les personnes de 65 ans pour identifier celles qui pourraient éventuellement avoir besoin d'un suivi plus important? Ah, mais je crois que c'est demain. C'est la médecine qui permettra de guérir la maladie d'Alzheimer, demain, va passer d'abord par des tests de dépistage, on va dire, très généraux. On proposera aux gens, eh bien, au même titre qu'on propose pour les hommes un dépistage du cancer de la prostate ou pour d'autres pathologies, eh bien, une prise de sang, quelque chose de très banal, très simple, qui ne coûtera pas cher, qui sera proposé, on va dire, à la population générale au-dessus de 70 ans, par exemple. Et dans cette population, ce test permettra de repérer les 5% d'individus qui, eux, sont à risque pour la pathologie. Et ces 5%, on va pouvoir les étudier de beaucoup plus près. Ceux-là, on leur proposera peut-être de faire un IRM avec des radioligands qui permettront d'aller sur les lésions spécifiques de l'Alzheimer. On leur proposera peut-être d'autres examens. Sur eux, on travaillera et sur les 5%, on en isolera encore 2% et c'est à eux qu'on donnera le traitement qui permettra de bloquer la maladie, de bloquer cette accumulation de protéines de manière à ce que le patient continue à vivre sans être altéré par ce dépôt anormal. En d'autres termes, peut-être que le traitement de l'Alzheimer va être tout à fait original car il sera d'abord préventif avant d'être curatif. Car aujourd'hui, notre problème à tous, c'est qu'on comprend assez bien la cascade d'erreurs qui aboutit au dépôt de ces protéines anormales, mais là, ce que nous ne savons pas, c'est pourquoi elles se déclenchent. Donc on est capable d'arrêter la cascade d'erreurs, on pourra la bloquer peut-être avec des traitements, mais on ne sait toujours pas pourquoi chez certains individus elle apparaît et pas chez d'autres. Ça, c'est vraiment le problème majeur sur lequel toutes les équipes butent aujourd'hui dans le monde entier. Audrey Cavelle, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ? Complètement d'accord avec ce que vient de dire Olivier. Peut-être aussi le fait que ce ne sera pas un seul traitement, mais une multithérapie.
Ce qui voudrait dire que ce n'est pas une maladie, mais une multitude de maladies? Oui, ou en tout cas que ces traitements soient adaptés à l'individu et que peut-être il y aurait une molécule pour un groupe d'individus donnés avec en effet plus d'amyloïdes, peut-être d'autres molécules sur ceux qui ont plus une forme liée à la tau, et peut-être une thérapie médicamenteuse ou non médicamenteuse d'ailleurs, innovante, qui sera peut-être plus sur ceux qui ont plus d'inflammation, plus d'éléments vasculaires. Voilà, il y a tout un champ en termes de multi-cibles. Oui. Alors, avant de passer la parole à la salle pour les questions, je suis sûre qu'il y a toujours des questions sur cette pathologie-là. Ma dernière question, c'est vous regrettez manifestement l'absence de volonté politique en France actuellement dans le domaine de toutes ces maladies neurodégénératives. Il n'y a pas un plan, il n'y a pas un plan Alzheimer, il n'y a pas. Dites-nous un peu ce qui vous manque aujourd'hui au niveau politique. Alors si, bien évidemment, il y a eu un plan Alzheimer et il y a un plan maladie neurodégénérative. Il y a une mobilisation, mais qui, je pense, n'est pas à la hauteur des enjeux en termes de santé et des enjeux en termes de société liés à ces maladies. Je pense qu'il y a une vraie nécessité de se mobiliser, mais même à l'échelle citoyenne, qui est une mobilisation des pouvoirs publics, mais qui est aussi une mobilisation des patients, de chaque citoyen, pour faire bouger les lignes. Ça serait quoi, votre mobilisation? Vous dites à l'échelle citoyenne, à l'échelle... Il faudrait faire quoi? Je pense d'un point de vue déjà sociétal, il y a tout l'aspect de société inclusive, c'est-à-dire d'être en capacité de finalement ne pas stigmatiser ces patients, de les intégrer dans la société au même titre qu'on a intégré le handicap, beaucoup plus. Et puis c'est bien évidemment de travailler sur différents axes de recherche et de donner des moyens qui sont des moyens réels par rapport aux enjeux. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Olivier. Oui, alors justement, je rebondis sur l'enjeu. Aujourd'hui, on a le sentiment que devant cette pathologie, il y a une espèce d'indifférence ou une passivité générale à tous les niveaux, que ce soit les décideurs comme de la population. La maladie d'Alzheimer, c'est un tsunami qui est dans notre dos, et si on ne fait rien, il va nous rattraper. Dans cette salle, si on ne trouve pas la solution thérapeutique de la maladie d'Alzheimer d'ici 25 à 30 ans, un tiers d'entre vous aurait la maladie d'Alzheimer. Alors, on nous dit, oui, il y a des moyens de prévenir Alzheimer, etc. On l'a abordé très rapidement. Vous allez dans les livres, vous trouverez. Mais en réalité, il y a une façon aussi de prévenir la maladie d'Alzheimer. C'est de faire un chèque pour la recherche. Comme vous avez fait un chèque pour la recherche sur le sida, comme vous avez fait un chèque pour la recherche sur le cancer. Aujourd'hui, quand vous avez 100 € qui sont donnés pour le cancer, il y en a 10 qui sont donnés pour la maladie d'Alzheimer. Alors, très bien, on peut continuer comme ça, sauf que notre société ne va pas résister. On est dans une course de vitesse. Il faut absolument trouver des solutions thérapeutiques. Nous sommes dans des sociétés qui vieillissent, tant mieux, c'est une très bonne nouvelle, mais sachez qu'un des premiers facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. Et qu'à 90 ans, 30% de la population a plus ou moins des maladies neurodégénératives. C'est notre destin, à la plupart d'entre nous, de vivre jusqu'à 90 ans et au-delà. Si on veut que ça se passe bien, il faut s'en donner les moyens. Aujourd'hui, à tous les niveaux, que ce soit le plus haut de la société, comme monsieur et madame tout le monde, on a le sentiment qu'il y a une certaine indifférence. On se dit, de toute façon, c'est la maladie d'un autre, c'est les vieux, c'est plus tard, et puis on attend que ça se passe et que quelqu'un fasse le boulot à notre place. Bien non, il faut qu'on se mobilise, car je suis confiant, comme on l'a réussi avec donc, le cancer, car dans 15 ans, il n'y aura plus de problème avec le cancer. Aujourd'hui, on fait des progrès énormes, et on a fait des progrès énormes parce que ça fait 60 ans que l'ensemble de la population des pays développés dans ce monde se mobilise pour trouver des solutions à tous les niveaux. Monsieur Tout-le-Monde avec son chèque et les chercheurs de très haut niveau. Il faut qu'on en fasse autant avec la maladie d'Alzheimer. Mobilisez-vous, comme il disait le docteur Olivier. Merci, merci pour cet appel et ce rappel. On vous applaudit effectivement. Et on va prendre tout de suite vos questions. Donc levez la main, s'il vous plaît, pour que les hôtesses puissent vous voir. J'imagine, voilà, madame, monsieur là-bas, s'il vous plaît. Vous avez parlé des rapports entre la dépression et la maladie d'Alzheimer. Alors vous en avez parlé dans un sens, mais il n'y a pas un rapport dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on sent qu'on a des problèmes cognitifs,
est-ce que ça ne risque pas de créer des dépressions? Merci, monsieur. J'allais laisser la place aux psychiatres, mais bien évidemment, il y a des liens bidirectionnels. On a d'authentiques signes cliniques de type dépressif ou des symptômes dépressifs qui peuvent révéler la maladie. Et c'est aussi un diagnostic différentiel précoce de la pathologie. Et le fait d'avoir une maladie chronique, invalidante, avec potentiellement une perte d'autonomie, bien évidemment, peut donner des symptômes dépressifs et une authentique dépression qui doit être tout à fait prise en charge, à la fois au niveau thérapeutique, mais aussi en termes de soutien avec des équipes spécialisées. Une autre question? Une autre question, oui. Oui, je vois une main qui se lève, et également sur ce côté-ci, s'il vous plaît. Et là-bas également. Madame, le micro arrive vers vous, on vous écoute. Question, est-il vrai que la maladie d'Alzheimer atteint davantage les femmes alors que la maladie de Parkinson atteint davantage les hommes? Merci madame. Docteur Ladoucette ou professeur? C'est l'homme qui va répondre. Voilà. Oui, effectivement, il est dit qu'après 80 ans, vous avez 2 femmes pour un homme. Et c'est un vrai sujet, c'est une question. On a quelques réponses, mais on n'est pas encore complètement certain d'avoir trouvé la solution. Il est probable que les hormones qui disparaissent au moment de la ménopause chez les femmes ont un rôle neuroprotecteur. Et que probablement le fait d'être carencé dans ces hormones entrave les capacités du cerveau à se défendre contre la maladie d'Alzheimer. Il y avait une autre explication qui est aujourd'hui un peu en perte de vitesse, mais qui a fonctionné aussi pendant quelques décennies à propos justement de la réserve cognitive des femmes. C'est que pendant très longtemps, les femmes ne faisaient moins d'études que les hommes, elles étaient moins stimulées, elles travaillaient moins, et donc leur réserve cognitive était moins importante. Et peut-être que ça pouvait jouer. C'est fini, c'est fini cette période, c'est fini. Voilà. Merci. On a une question là-bas. On vous écoute. Oui, on a entendu récemment dans la presse ou à la radio, je ne me souviens pas, des facteurs expliquant peut-être l'apparition de maladies d'Alzheimer à partir de bactéries sur des gencives et d'une hygiène dentaire. Est-ce vrai tout ça? Parodontal, oui. Tout à fait. Alors c'est une hypothèse, il y a d'ailleurs un essai thérapeutique en cours à l'heure actuelle pour essayer de modifier justement ces bactéries. C'est une des hypothèses qui doit être justifiée. Maintenant, de ce qu'on voit cliniquement, il y a quand même qu'une faible proportion de sujets Alzheimer avec des gingivites ou parodonties associées. Donc, bon, c'est peut-être un sous-groupe de sujets, mais en tout cas, c'est en effet une voie de recherche en cours. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? N'hésitez pas à lever la main. Alors, si on n'a pas, moi je vais continuer parce que... Ah, il y a... Non, mais j'en avais une aussi, mais allez-y Anne. Hélène, je vous en prie. Vraiment une question très pratico-pratique en termes justement de diagnostic. Est-ce qu'on peut s'auto-diagnostiquer avec des tests du style voilà, les 5 mots ou ce qu'on appelle le test de l'horloge, ou est-ce que c'est vraiment une très très mauvaise idée? Est-ce qu'il faut consulter des professionnels? Auto-diagnostiquer avec les 5 mots, c'est quand même un petit peu compliqué. Je pense... Expliquez juste ce que c'est. Les 5 mots, c'est des tests qui ont été développés par le professeur Bruno Dubois à la Salpêtrière, qui sont des tests de mémoire épisodique, donc la mémoire récente. Donc on donne 5 mots au sujet et on leur demande au bout d'un certain temps de redonner ces mots. Et en amont, on leur a donné ce qu'on appelle des indices. Donc par exemple, dans les 5 mots, il y a musée, limonade, sauterelle, passoire, camion. Donc moi, je ne serais pas bonne pour le futur test. Il faudrait changer les 5 mots parce que je finis par les savoir par cœur. Mais par exemple, sur le musée, on va dire dans la liste, il y avait un bâtiment. Donc tout à l'heure, je vais vous redemander les 5 mots. Et pour vous aider, je peux vous donner des indices comme le bâtiment, etc.
etc. Et donc on détermine si la personne est en capacité de récupérer les 5 mots sans aide, sans indice, si elle est en capacité de les récupérer avec indice, ou si malgré les indices, elle ne retrouve aucun des 5 mots ou que quelques mots sur les 5 mots. Et c'est un excellent test de repérage de cette mémoire épisodique qui est un des signes très précoces de la maladie d'Alzheimer. Mais c'est difficile en auto-test. D'accord, on ne le fait pas à la maison. D'accord. Il y a des tests, par contre, des autodiagnostics sur différents sites internet qui sont en train de se développer, mais pour lesquels on n'a absolument pas de validité scientifique de la pertinence de ces diagnostics. Tous les tests de mémoire qu'on trouve dans tous les journaux n'ont aucune valeur pour vous de prédiction d'un risque particulier. Alors, ils reprennent quand même des bases en termes de mémoire récente, de mémoire de travail, de mots, etc. Donc, bon, il y a eu un fondement un peu scientifique, mais après, les tests qui sont utilisés en consultation mémoire sont des tests qui ont été validés sur des larges populations et dont on sait absolument aussi les valeurs seuil permettant de déterminer si vous êtes dans une certaine normalité ou si vous êtes pathologique. Olivier se souvient qu'il a quelque chose à ajouter. Oui, j'ai juste à vous rassurer. Hein, il est normal d'oublier. Hein, 70% des gens de plus de 60 ans se plaignent de leur mémoire. Et c'est normal. En réalité, ce qui est anormal, ce n'est pas de s'en plaindre presque. Donc, oublier sa carte de crédit, ne plus savoir où on a garé sa voiture, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Et quelque part, c'est normal qu'on oublie parce qu'on ne peut pas retenir absolument tout. Il faut aussi comprendre que la mémoire est très sensible au sommeil, au stress, à la dépression. Et donc, avant d'envisager le pire, posez-vous d'abord la question, est-ce que j'ai bien dormi la veille? Est-ce que je ne suis pas un peu fatigué? Et pour finir, les tests, vous pouvez aller sur Internet. Bon, et si vous avez l'impression que vous avez complètement raté, ce n'est pas grave. Vous allez voir votre toubib, vous en parlez avec lui tranquillement, et si lui se dit peut-être qu'il faudrait creuser un peu, vous allez dans les CMRR, dont celui de Montpellier, dirigé par le professeur Gabel, centre de mémoire, centre de mémoire et de ressources. Et là, vous serez reçu par des gens qui vous diront, bah oui, il y a un problème ou il n'y en a pas. Voilà. Mais ces démarches doivent se faire naturellement et surtout, ne commencez pas à vous dire tout de suite, ça y est, c'est l'Alzheimer parce que ma fille m'a dit, papa, tu répètes, que tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit hier, ou etc. Hein? Moi, j'ai juste une chose à ajouter. N'oubliez pas de revenir demain. Absolument. Merci Anne. Et vraiment un immense merci et beaucoup d'applaudissements pour vos invités.